Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle VOD. On est à la suite de la précédente, peut-être la dernière, possiblement. Peut-être la dernière, parce que on est à la toute fin du récit, fin du livre. On est page 248 et ça se finit page 267. Vraiment, peut-être la dernière. J'ai dû aller sur mon ordi, encore un bug pour smartphone. Ah merde! Merci dans tous les cas d'avoir mis le marqueur de VOD. Chapitre 26. Micropolitique de la privatisation. Bref, tout est politique. Mais tout est politique. Mais toute politique est à la fois macropolitique et micropolitique. Citation de Deleuze et Guattari. L'analyse des micro-pouvoirs, ce n'est pas une question d'échelle, ce n'est pas une question de secteur, c'est une question de point de vue. Citation de Foucault. À la fin des années 70, les grandes lignes du programme néolibéral étaient posées. Les élites dirigeantes du monde libre s'y convertissaient à grande vitesse, répudiant l'orthodoxie keynésienne antérieure. Tout allait pour le mieux. Restait cependant une ombre sur le tableau. Étant donné la radicalité de la rupture envisagée et son cortège d'implications socialement délétères, sa mise en œuvre allait forcément buter sur des fortes oppositions. On ne le savait que trop. Un gouvernement qui entreprendrait de décréter de tels changements par des moyens conventionnels aurait à faire face à des foules hostiles. Il fallait se préparer intellectuellement et politiquement à la confrontation, retrouver la cohésion et le nerf politique nécessaire pour sortir vainqueur d'un affrontement inévitable avec la gauche syndicale. Seulement la gauche syndicale ? Bon, ça traduit encore une fois une vision du monde qui est pas forcément la mienne. C'est-à-dire qu'en gros, on ne prend en compte que les institutions. La population n'existe pas en dehors des institutions. Voilà, c'est quand même un peu beaucoup discutable, mais bon. Est-ce que c'est très étonnant comme vision de la part de ce type de personne ? Je ne pense pas. D'où aussi, en haut lieu, de sombres ruminations stratégiques. Certains spéculaient sur la nécessité d'un gouvernement sacrificiel, qui accomplirait sa mission en renonçant à tout espoir d'être réélu par la suite, tandis que d'autres caressaient l'idée d'un gouvernement qui n'aurait tout simplement pas besoin d'être réélu. Telle était l'alternative. Gouvernement kamikaze, gouvernement autocrate. Ou bien trouver des hommes politiques prêts à réformer coûte que coûte au mépris de leur impopularité, au risque de dilapider leur capital électoral, au risque d'un suicide politique de leur propre parti, ou bien instaurer une forme ou une autre de césarisme, bonapartisme qui ferait place nette en restreignant ou en suspendant le mode de fonctionnement ordinaire de la démocratie représentative. Ouais. Le gouvernement kamikaze, c'est notre cas avec Macron & Co. Je serais pas forcément sur cette ligne-là. Parce que pour moi, il part pas du principe qu'il ne sera pas élu, il part du principe qu'il va plutôt faire le second aspect. Pour lui, il est plus dans l'optique de le peuple est négligeable, le peuple a besoin de moi, je vaux mieux que vous, je vais vous dire quoi faire et vous allez continuer à faire ce que je vous dis. Il y a un côté un petit peu plus mettre en pause, en restreignant un peu le mode de fonctionnement habituel du gouvernement. Et ça s'entend notamment quand il commence à parler du fait de faire peut-être sauter la limitation des 3 mandats, des 2 mandats à la suite, et du coup d'avoir peut-être un 3e mandat, etc. Il s'en fout en fait que les gens votent ou ne votent pas. Il s'en fout là-dessus. Donc pour moi, il n'est pas dans l'optique d'être en mode je viens, je fais les réformes et je me casse. Pour moi, il est dans l'optique de je viens, je fais les réformes et je m'accrocherai envers et contre tout, je ne partirai pas. Donc vous voyez, pour moi, il n'est pas vraiment dans le côté je vais juste venir et partir, quoi. Donc Macron, je le verrai pas comme ça. On n'est pas du tout dans une optique d'abandonner le pouvoir et je commence à trouver ça très flippant. Ouais, voilà, c'est un peu le propos. Pour moi, Macron, il est plutôt sur la plante de se dire en fait, un bon gouvernement, c'est un gouvernement de dictature. Et c'est bien. Voilà, je pense que lui, il est plutôt dans cette vision-là. Pour lui, une dictature, c'est ok. Pour lui, une dictature, c'est bien. Et je pense que c'est un truc qui craint bien comme il faut. Clairement. Pour sortir de l'ornière, certains imaginent une 3e voie. C'est en effet sur cette scène, écrit Madsen Piri, que furent introduites les idées centrales de la micropolitique. N'ayant apparemment pas eu vent de Foucault, de Deleuze ou de Guattari, ce néolibéral britannique était fermement convaincu d'avoir inventé un nouveau mot, micropolitics. Nom d'une méthode originale permettant au gouvernement d'initier de tels programmes de réforme sans avoir à en payer le prix politique largement annoncé. Piri était l'un des chefs de file du groupe du St Andrew, un nom d'université écossaise où ses membres avaient fait leurs armes.
Nous savions, se souvient-il, que nous étions en train de faire une révolution. À la fin des années 60, c'était dans l'air du temps. Il y avait d'énormes manifestations à Londres. Les universités britanniques étaient occupées par leurs étudiants. En France, le gouvernement de Charles de Gaulle était ébranlé par une vague de grèves et de contestations. Mais la révolution que nous faisions à St. Andrew était différente. Leur dieu était Karl Marx, Che Guevara, Herbert Marcuse. Les nôtres étaient Frédéric Hayek. Non mais vraiment, tu vas te dire que ton dieu c'est Frédéric Hayek, Karl Popper et Milton Friedman. Et genre vraiment premier degré, tu dis ça et tu vois pas le problème? Au cas où vous l'avez oublié, Hayek, Friedman, c'est les pélos qui vont bouffer avec le dictateur chilien et qui voient pas de problème. Et pas que le dictateur chilien au passage, hein. Ils sont pas allés bouffer que avec Pinochet, hein. Ils sont allés bouffer avec plein de dictateurs, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. C'est des fascistes revendiqués, hein. Mais pour lui, c'est des dieux. Eh ben écoutez, conseillers de conservateurs britanniques et de l'administration Reagan, les membres de ce courant ont de fait mis au point des tactiques politiques originales, encore très actives aujourd'hui. Que recouvre cette micro-politique néolibérale? Piri l'a définie de façon assez absconse, comme l'art de générer des circonstances dans lesquelles les individus seront motivés à préférer et à embrasser l'alternative de l'offre privée, dans lesquelles les gens prendront individuellement et volontairement des décisions dont l'effet cumulatif sera de se faire advenir l'état de choses désirées. Reprenons les différents points de cette définition. 1. La micropolitique est un art, une technologie politique. 2. Son but, la privatisation. 3. Son objet, les choix individuels à réorienter. 4. Son principal moyen, ni la persuasion par le discours ni la contrainte par la force, mais une ingénierie sociale qui reconfigure les situations de choix par des mécanismes d'incitation économique. 5. Sa ruse, que l'on pourrait baptiser en hommage à Adam Smith la manipulation invisible, faire en sorte que des micro-choix individuels travaillent involontairement à faire advenir au détail un ordre social que la plupart des gens n'auraient sans doute pas choisi s'il leur avait été présenté en gros. Ouais, de la manipulation quoi. Cette approche, formulée en termes de technologie politique, s'opposait à une autre stratégie, celle de la bataille des idées, dans laquelle beaucoup à droite s'étaient lancés depuis le début des années 70, et dont nous avons étudié plus haut un exemple caractéristique avec le mémorandum de Powell. Selon ce modèle simplé, inspiré des doctrines contre-insurrectionnelles, la tâche principale, face à ce qu'on analysait comme une attaque idéologique lancée contre le système de la libre entreprise, était de reconquérir les cœurs et les esprits, ceci par une contre-attaque massive menée sur le terrain des idées. Telle que réinterprétée par ce gramscisme de comptoir, la lutte pour l'hégémonie se ramenait à des tâches de contre-bourrage de crâne. Pour le groupe de St. Andrews, c'était faire fausse route. Comme le montrait l'expérience récente, on avait déjà eu beau parvenir à convaincre une majorité de gens, suffisamment en tout cas pour remporter les élections, il n'en restait pas moins que la société résistait encore, que les réformes patinaient. Et rien ne servait, face à de tels blocages, de répéter qu'il fallait faire davantage de pédagogie. Les partisans de la bataille des idées commettent une erreur fondamentale de méthode, qui tient à leur conception erronée des rapports entre théorie et pratique. Postulant qu'une fois les cerveaux conquis, les conduites suivront, ils considèrent la victoire idéologique comme étant un préalable à la réforme. Et en cela, ils se trompent lourdement. C'est ce schéma, à la fois idéaliste et étapiste, que Piri conteste. Il y renifle une illusion typique des intellectuels, eux qui, de par leur position sociale, tendent à attribuer aux idées, et en sous-main à eux-mêmes, qui sont réputés en être les instigateurs, un rôle premier. Naturel pour eux de supposer que les idées sont les déterminants ultimes et que gagner la bataille des idées équivaut à gagner la bataille des événements. Mais c'est manifestement faux. D'ailleurs, au passage, moi je peux vous faire le petit moment casquette psychologue, de manière assez largement démontrée dans les études des comportements, des idées et comportements. On se rend compte que ce qui est vraiment marquant, ce qui va faire que vous allez dans un sens ou dans un autre, ce sont vos actes, pas vos idées. Vos idées vont se conformer à vos actes. Et beaucoup plus rarement, ça va être vos actes qui vont se conformer à vos idées. Autrement dit, c'est parce que vous faites quelque chose, dans la vraie vie du vrai monde véritable, que vos idées, dans votre tête, vont aller dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça qu'il est toujours plus marquant et pertinent de faire en sorte que les gens fassent une action pour les convaincre ensuite de croire, de penser une certaine chose.
parce que justement, ce sont les actes qui vont ancrer, qui vont marquer la personne et qui font que derrière, ses idées vont s'y conformer. Donc là-dessus, Piri a beau être une grosse merde, eh ben, il a raison sur ce qui... Effectivement, le combat des conservateurs de droite qui était on va faire le combat des idées, ça marche pas. C'est de la merde. D'ailleurs, aujourd'hui, de manière assez ironique, beaucoup de gens à gauche et surtout au centre essayent de faire le combat des idées, justement, de faire cette bataille des idées face aux extrêmes droites et aux droites de manière générale. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la même raison, en fait. Ça ne peut pas marcher. La bataille des idées ne fera jamais changer les choses. Parce que c'est pas l'idée qui détermine les actes. C'est l'inverse. Je reprends. Il en veut gagner, poursuit-il. Il faut inverser la relation. Si vous voulez comprendre, conseille-t-il à ses petits camarades, faites une pause dans votre lecture soporifique d'Hayek et ouvrez un peu Che Guevara, un héros, entre guillemets, et puis surtout Lénine, authentique homme d'action, selon lui. Car Vladimir Ilitch a montré la voie. Plutôt que chercher à appliquer la théorie marxiste, il découvrit dans l'expérience pratique comment un groupe d'hommes peu nombreux mais déterminés, implacables, pouvait prendre le contrôle d'une grande nation et y conserver le pouvoir. Bref, il y a une leçon à retenir de l'ennemi, c'est que l'action précède la théorie. Récupération donc, non pas de tel ou tel motif de la critique du capitalisme, non, mais par contre de l'attitude révolutionnaire. Curieuse naissance d'un style bolcho-libéral dans la politique réactionnaire. La spécificité de ce courant, du néolibéralisme, réside dans son attention fine aux dispositifs pratiques. Dans les années 70, quelques groupes, écrit Piri, il parle souvent de lui-même et de ses ennemis et de ses amis à la troisième personne, excusez-moi, se sont concentrés non pas sur la bataille des idées, mais sur les questions d'ingénierie politique. Plutôt que d'agiter l'étendard du marché et de pousser les cris de ralliement habituels, se sont intéressés de façon détaillée à des techniques et des mécanismes politiques. Les intellectuels se conçoivent moins comme des tribuns et des propagandistes que comme des ingénieurs politiques qui construisent des machines qui marchent. La tâche n'est pas tant de convaincre les gens que de trouver les moyens techniques de modifier les choix que font les gens, en altérant les circonstances de ces choix. Les conditions de la pratique changent, et le reste suivra. La plupart des succès de la micropolitique, se vante-t-il rétrospectivement, ont précédé l'acceptation générale des idées sur lesquelles elles se fondaient. Dans bien des cas, c'est le succès de ces politiques qui a conduit à la victoire de l'idée plutôt que l'inverse. Comment se fait-il, se demandent ces auteurs à la fin des années 70, que les gouvernements conservateurs, pourtant confortablement élus et bien décidés à réformer, n'y parviennent pas? Du moins pas autant qu'ils l'annonçaient. Ni par mauvaise volonté, ni par pusillanimité de leur part, mais pour des raisons objectives. Parce qu'ils se heurtent à la contre-dynamique de la surcharge de la demande, inscrite dans les rouages même de la démocratie-providence. Ceci sans avoir le moindre rudiment de stratégie efficace à lui opposer. En cherchant, maladroitement, à tailler à la serpe dans les dépenses publiques, ils suscitent alors forcément à chaque tentative des levées de boucliers de la part des groupes sociaux concernés. Leur erreur consiste à vouloir réduire l'offre gouvernementale en supprimant des prestations auxquelles leurs bénéficiaires sont attachés, sans se préoccuper en amont de faire refluer la demande sociale que l'État-providence a structurellement concentrée sur lui. Autant vouloir empêcher l'eau de bouillir en appuyant bien fort sur le couvercle de la marmite. Et là, vous voyez, vous tombez typiquement dans ce qui va amener à ce que je vous disais tout à l'heure. À savoir, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire les dépenses dans un système public. Mais, du coup, le système public doit toujours répondre autant qu'avant, mais avec moins de moyens, donc il n'y arrive pas. Donc il commence à y avoir des dysfonctionnements qui apparaissent de plus en plus. Donc ça commence à être la merde, donc les gens se plaignent. Donc on ouvre le marché public, aux privés, aux organisations privées, aux structures privées. Par exemple, on prend le cas du soin, comme je disais tout à l'heure, on réduit les entrées d'argent dans le système de soins. Donc le système de soins n'arrive pas. Donc les gens se plaignent, donc on commence à faire entrer des entreprises privées de soins, des cliniques privées, des hôpitaux privés, etc., qui répondent aux besoins. Donc du coup on dit, voyez, de toute façon les entreprises privées le font, et le font mieux, c'est plus efficace, donc on va couper les dépenses publiques encore plus, et hop, on ferme les services publics, et après on ne laisse que les entreprises. Entreprises qui, une fois qu'elles sont seules, peuvent refonctionner comme elles le veulent, c'est-à-dire en augmentant les prix, en laissant de côté des gens, en estimant que tel traitement mérite d'être là, d'être vendu, et tel autre traitement non, etc. etc. Ah là 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 là. Je reprends. La solution à ce problème allait être la privatisation.
un néologisme que l'on employait encore entre guillemets au début des années 80. De façon fort évocatrice, la couverture du livre que Perry publie en 85 aux États-Unis, Démanteler l'État, théorie et pratique de la privatisation, était illustrée par un dessin montrant une main géante équipée d'un pied de biche en train de fracturer la coupole du Congrès à Washington. Très belle image, bien sûr. Définie comme un basculement des fonctions gouvernementales sur le secteur privé, cette stratégie pour couper dans le budget présentait l'avantage, par contraste avec les précédentes, de ne pas faire disparaître le service du jour au lendemain, mais de le transférer à d'autres prestataires. Les syndicats de fonctionnaires ne manqueraient pas de s'opposer à la privatisation au nom de la défense de leur emploi et de leur statut. Mais le pari était que les usagers ne voyant pas tout de suite en quoi ils allaient perdre au change, et ce d'autant moins que l'on aurait laissé les services publics se dégrader au préalable. Putain, on est vraiment sur ce que je viens de vous dire. Hein. À croire que, gros cerveau, je sais de quoi je parle. Ne réagirait pas avec autant de vigueur que si on leur avait annoncé tout de go la suppression des activités non rentables. Privatisation constitue certes un ingénieux procédé de coupe budgétaire, mais ajouté les néolibéraux de St. Andrews, on aurait tort de l'y réduire car ses potentialités sont bien plus prometteuses encore. Il y avait bien sûr là derrière des motivations de gros sous, tant qu'il est vrai que la privatisation des services publics participe de nouveau à un cycle d'accaparement que David Harvey a qualifié d'accumulation par dépossession. Mais ses promoteurs préféraient insister sur un autre aspect, qui était lui aussi très important, pas juste un prétexte, en le présentant comme une stratégie proprement politique, centrée sur des enjeux de gouvernabilité. En faisant sortir le service du monde politique, placé dans un monde purement économique, on ne change pas seulement de régime de propriété, mais aussi de mode de gouvernement. Tant qu'un service est régi par des logiques du monde politique, il est très difficile d'en contrôler les coûts, d'en limiter l'expansion. Et si ce programme peut être déplacé dans le secteur privé, alors il va automatiquement être assujetti à des disciplines de marché. Ce que le gouvernement peine à faire volontairement, la discipline de la concurrence l'imposera mécaniquement. La privatisation, par conséquent, n'est pas tant un projet de dérégulation que de re-régulation. Passer d'un mode de régulation à un autre, différent dans ses procédés, mais plus drastique encore, sachant que la régulation du marché qui impose à l'activité économique est supérieure à toute régulation que les hommes peuvent concevoir et mettre en œuvre par la loi. Quel programme incroyable! Quel programme incroyable! Ça donne envie tout ça, n'est-ce pas? La privatisation promettait de résoudre par la même occasion le problème de la surcharge de la demande. Plutôt que de frustrer les demandes politiques en faveur de la dépense, faire dévier cette demande vers le secteur non gouvernemental. Réorienter les revendications adressées à l'État-providence vers des relations d'échange monétaire et rediriger vers des domaines extra-politiques de marché, de sorte à neutraliser la dynamique politique sous-jacente qui pousse à la dépense. En convertissant ainsi les anciennes revendications politiques en demandes marchandes, on espérait décharger non seulement budgétairement mais aussi politiquement l'État de la pression du public. Plus l'État se retire du processus économique, par exemple en privatisant les services publics, mieux il peut échapper aux exigences de la légitimation liées à sa responsabilité générale pour alléger les fardeaux du capitalisme en crise. On comptait ainsi faire double coup. Résoudre en même temps la crise financière de l'État, sa crise de légitimité, soit les deux mamelles de la crise de gouvernabilité des démocraties. Faut bien comprendre, insiste le sociologue Paul Starr, que la privatisation est un projet de réordonnement fondamental des revendications dans une société. Tandis que l'usager insatisfait se tournait vers la puissance publique et lui demandait bruyamment des comptes, le client mécontent se borne de changer de crèmerie. En privatisant l'offre, on cherche à dépolitiser la demande. On cherche à lui faire préférer sur les catégories de Hirschman, exit à voice, voter avec ses pieds en prenant la sortie plutôt que de contester en donnant de la voix. En 87, signe des temps, Stuart Butler, l'un des privatiseurs de St. Andrews, s'amuse à détourner, pour en faire le titre de l'un de ses articles, l'ancien slogan de la gauche radicale. Power to the people, l'assortissant du sous-titre suivant. Une vision conservatrice du welfare. Il s'agissait de reprendre le mot d'ordre des années 60, l'empowerment, pour lui donner sa véritable signification. Plutôt que de financer des services sociaux, il préconisait de distribuer les bons, des vouchers, aux allocataires afin qu'ils aillent les dépenser sur un marché ouvert à la concurrence. Tandis que l'empowerment militant visait l'intensification d'une puissance d'agir collective, politique,
L'empowerment néolibéral visait au contraire à y substituer une agentivité de consommateurs individuels responsabilisés sur fond de privatisation et de mise en concurrence des prestataires. Leur donner le choix, mais pour qu'ils cessent de donner de la voix. Empowerment de marché contre empowerment politique. Donc littéralement, reprendre encore une fois tout ce qui est fait par les contestataires, par ce qu'il y a en face, et le vider de sa substance. Le vider de sa substance, le retourner complètement, pour en faire finalement un des outils du capitalisme. Again. Est-ce qu'on est pris par surprise? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on est quand même déçu? Oui, bien sûr. C'est vraiment un enfer. Ces gens sont vraiment des raclures. C'est incroyable. Ces gens sont des raclures, le voient comme tel, et ça les fait rire, quoi. Et ils kiffent, quoi. Genre là, prendre un slogan, justement, mis par les militants de gauche, mis par les personnes qui essayent justement de faire du commun, de faire du groupe, de faire du collectif, pour le retourner contre eux, et en rigoler, quoi. Genre vraiment... Quelle bande de sacs à merde. Mais quelle bande de sacs à merde. Je reprends. Au début des années 80, certains néolibéraux encourageaient les gouvernements conservateurs à y aller au forceps, en s'engageant à mettre fin au service de l'État. Mais c'était là à courir le risque, critiquait Piri, en prenant la question de front, d'avoir à affronter les ennemis tous ensemble. Dénationaliser en bloc est certes envisageable dans certains secteurs, mais c'est une technique hautement visible. De ce fait, c'est politiquement risqué. Il faut en général adopter plutôt d'autres méthodes moins voyantes et plus progressives. La micropolitique l'est d'abord par son mode d'action, en ce qu'elle procède petit à petit. Genre de recommandation a étonné, y compris dans le camp conservateur. Certains ont accueilli avec défiance l'approche de ces micro-politiciens qui, plutôt que de chercher à remplacer immédiatement le secteur public par des alternatives privées, semblaient ne viser que des avancées plus modestes. Mais y voir un manque d'ambition, une politique de compromis ou de la demi-mesure, c'était pourtant un contresens. Ces néolibéraux, loin de se comporter en réformateurs timorés, cherchaient plutôt, en révolutionnaires conséquents, à concevoir des processus de transformation sociale de longue durée. Salut les chats bien, salut du chat moyen. Oui, en effet. On est sur la toute fin, Gentle. On arrive petit à petit à la fin, on est page 255, il reste 10 pages. Il reste 10 petites pages. Installe-toi, mets-toi bien, viens te mettre avec nous pour la fin de la lecture de Chat moyen. Rien n'illustre mieux cette philosophie que les procédés qu'il range sous l'étiquette de micro-incrémentalisme. Parmi eux, la méthode numéro 15, en finir avec les monopoles publics pour que s'épanouisse la concurrence. Dans ce cas de figure, on laisse l'offre publique intacte tout en développant une alternative à ses côtés dans le secteur privé. On crée ainsi des circonstances où les gens ont un choix alternatif efficace. Pas besoin de dénationaliser d'un coup. L'État peut bien demeurer le seul actionnaire, une fois introduite l'ouverture à la concurrence, un processus s'enclenche qui aboutira in fine à peu près au même résultat. Piri cite l'exemple de la libéralisation, par une Thatcher toute fraîchement élue, en 80, du transport interurbain par bus, qui est le prélude à la privatisation des chemins de fer britanniques, qui est une catastrophe. On le rappelle, c'est une grosse merde. Et d'ailleurs, ils reviennent dessus maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une connerie. Incroyable. Oh, surprise, mais en fait non, pas surprise. Les politiques néolibérales ne produisent que de la violence, que de la merde, que de la pauvreté. Vraiment, on est pris par surprise. Ah, téléphone. Non, c'est du démarchage. Bas les reins. Bas les reins. Je reprends. La force de ce procédé réside en ceci. Une fois la libéralisation actée, ce sont les individus eux-mêmes, par leur micro-choix de consommateurs, qui deviennent les moteurs du changement. Une caractéristique attrayante de ce type de privatisation est qu'elle permet le passage progressif du public au privé, sans qu'il soit nécessaire de se battre pour privatiser l'ensemble du service. Les gens votent avec leur porte-monnaie, déterminant eux-mêmes le rythme auquel ils souhaitent que les services privés se développent. Ainsi, les choix sont-ils progressivement faits par les individus et au fil des mois, des années, ils produisent cumulativement la nouvelle réalité. Les révolutions les plus sûres sont celles que les gens font pour eux-mêmes au cours du temps. Peu spectaculaire dans son mode d'action, cette micropolitique de la privatisation n'en est pas moins redoutable. C'est ce qu'on pourrait appeler, par référence à l'insecte xylophage du même nom, la politique du Capricorne. Nul besoin de tailler les poutres à la hache quand
tapis dans le bois, 1000 petites gueules rongent inexorablement la charpente. Avec cette méthode, il n'est pas nécessaire de persuader tout le monde d'adhérer au projet global d'une société de marché pour que chacun œuvre à la faire advenir. En réalité, il est même crucial de ne jamais poser aux gens la question à cette échelle. Cette société-là, on ne va pas la leur vendre en gros, on va seulement la vendre au détail. La grande question du choix de société, on l'élut dans le dissolvant, dans des minuscules questions de société de choix. La ruse de la raison micropolitique consiste en ceci, que dans ce micro-choix, on décide aussi par surcroît, sans le savoir, d'autre chose que leur objet immédiat. Les volitions de chacun contribuant par devers soi à construire une société que l'on n'aurait peut-être pas choisie, si on nous l'avait présentée dès le départ comme étant le résultat attendu. Petite, cette micropolitique l'est donc encore aussi au sens de la mesquinerie, rétrécir l'horizon, ne plus regarder le monde que par le petit bout de la lorgnette. Le paysage général, on le contemplera que plus tard, en prenant peut-être enfin un peu de recul. Un à un, les rapports les plus infimes en auront été altérés et à perte de vue, l'ensemble sera devenu méconnaissable. Les analyses du choix public évoquées au sujet de l'État-providence un effet de cliquet dans la dépense publique. Une fois certains programmes sociaux accordés, non seulement il devenait difficile de revenir en arrière, mais ils avaient tendance à s'étendre à de nouveaux bénéficiaires. Les privatiseurs théorisèrent un effet de cliquet inverse, un cliquet du secteur privé. L'idée étant qu'il suffirait d'amorcer le processus de privatisation pour mettre en mouvement une chaîne d'événements qui va finir par mener au but désiré. L'aspect le plus attractif de cette solution d'un point de vue politique, c'est sa permanence. On n'a besoin de le faire qu'une seule fois. Mais entendons-nous bien, pour enclencher ce genre de processus, il est indispensable de faire sauter certains verrous législatifs. Cela peut impliquer des conflits centraux, des batailles macro-politiques qu'il faut gagner à cette échelle-là. En cela, loin d'exclure la épreuve de force, la micropolitique la requiert au contraire assez souvent pour que ces micro-reniages puissent s'enclencher. Et pour chaque secteur, promettons, on aura à imposer la chose qu'une seule fois, ouvrir à la concurrence, changer de statut, etc. Ensuite, plus besoin de guider le mouvement d'en haut, on n'aura plus qu'à laisser faire. Et les termites, vous et moi, nous ferons l'office. C'est cette vision-là de l'histoire, cette idée que l'on n'aurait à remporter qu'à chaque fois qu'une seule et unique victoire décisive pour libérer les énergies dissolvantes du marché dans le secteur concerné, qui motive la ténacité des gouvernements néolibéraux dans ce type de conflit. Ils les lisent comme des batailles cliquées. On prétendait, ainsi, avoir découvert le chaînon manquant du néolibéralisme. Jusque-là, expose Piri, il y avait entre sa méthodologie économique et ses préconisations politiques un étonnant décalage. Les économistes ont beau reconnaître l'importance prépondérante des facteurs microéconomiques, ils n'étendent pas ce constat à l'arène politique. Il n'est pas rare d'entendre des économistes dont l'analyse repose sur des études microéconomiques, en appeler par exemple à en finir avec les industries d'État ou à l'abolition du service de santé publique. De leur côté, cependant, les dirigeants politiques, qui savent bien que ce genre de choses ne s'accomplit pas par simple décret, considèrent ces conseils comme étant déconnectés de la réalité politique. Et là, je me permets de faire une pause pour dire un truc. Déjà, il y a une différence qui est faite entre les économistes et les politiques. Et ça, pour moi, en fait, c'est déjà faux. C'est-à-dire que les économistes sont des politiques. Les économistes sont déjà, en soi, intrinsèquement, de par le fait même de ce qu'ils veulent, de leur idéologie, etc., des agents non seulement politiques, mais politisés. Elles veulent intervenir sur la manière même dont fonctionnent nos sociétés. Elles veulent avoir un impact même plus fort que les élus que nous avons dans nos systèmes représentatifs. Vous noterez que je dis système représentatif et pas système démocratique, non sans raison. Le fait est que les économistes sont des politiques. Enfin, un Hayek qui vient vous dire qu'il faut en fait des gouvernements dictatoriaux pour imposer le libre marché patronal, c'est éminemment politique. C'est fasciste, c'est une politique fasciste, qu'on le dise, mais c'est politique. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas retirer l'élément politique quand littéralement c'est leur programme. C'est littéralement leur programme. C'est ce qu'elles veulent. Et dans un second titre, un autre élément qui pour moi manque aussi là dans ce qui est dit, c'est que ces économistes, ces politiques, donc qui se regroupent quand même pas mal de fois, ce sont aussi des patrons. Ce sont aussi des personnes qui sont en situation patronale très régulièrement.
J'ai plus la stat là en tête, mais je vous rappelle que quand même en France, on a un des plus hauts taux de reconversion politique vers le privé en fait. C'est-à-dire que les élus publics, les élus qu'on a, nos députés, etc., vont très 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 facilement aussi dans le monde privé des entreprises qui étonnamment privatisent tout un tas de marchés qui auparavant étaient des marchés publics, et étaient auparavant des services publics. Même en dehors de ça, tout un tas de politiques actuelles, d'élus actuels ont des liens extrêmement forts, privilégiés, familiaux, etc., avec le monde des affaires, avec le monde des entreprises, avec le patronat. Le nombre de conflits d'intérêts qu'il y a dans le gouvernement, dans les gouvernements, c'est assez phénoménal, hein. Et c'est pas sans raison, en fait. Encore une fois, ce n'est pas sans raison. Il y a une vraie porosité dans ces milieux-là parce que les décisionnaires, en fait, sont en situation de pouvoir. Et puisqu'ils sont en situation de pouvoir, vous vous doutez bien que ce sont déjà des gens qui sont en situation de pouvoir à d'autres niveaux dans la société. Ça va ensemble, ça va de pair. Ce sont les mêmes, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas zapper, parce qu'à chaque fois, on le met un peu de côté. Je trouve que c'est un peu facile de toujours mettre de côté. C'est un peu beaucoup trop facile. Ces économistes et politiques, ce sont aussi et surtout des patrons. En tout cas, des membres de familles patronales, de familles de possédants, d'exploiteurs. Je reprends. Il s'agissait d'harmoniser le mode d'action avec la méthode d'analyse, de repenser la stratégie politique à l'échelle de l'analyse microéconomique. De même que la microéconomie considère le comportement des individus et des groupes sur les marchés économiques, la micropolitique s'intéresse aux marchés politiques. C'était, d'une certaine façon, prolonger la démarche de l'école du choix public, sauf que l'on ne se contenterait plus de faire la critique du fonctionnement du marché électoral. On voulait trouver un moyen de modifier les choix qui s'y forment. Une fois que l'on a compris les dynamiques du marché politique, on peut y introduire des dispositifs qui redirigent les forces qui y opèrent. Et c'est tout ce que la micropolitique veut faire. Mais l'obstacle majeur, identifié par les analyses du choix public, demeurait en travers du chemin. Celles et ceux qui bénéficiaient des largesses de l'État-providence, les fameux groupes d'intérêt, mais plus largement le public en général, forment avec celles et ceux qui les fournissent, les fonctionnaires, une coalition puissante en faveur de leur maintien. À partir de là, on voyait mal qui pourrait bien inciter les uns ou les autres à se faire les partisans du contraire. Si ce défi semble impossible à relever, admet Piri, c'est qu'il faudrait découvrir les moyens de faire en sorte que les gens travaillent directement à l'encontre de leur propre intérêt. Le problème fondamental de la philosophie politique, écrivait Gilles Deleuze et Félix du Guattari, se ramène à la fameuse question de Spinoza. Pourquoi les hommes combattent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut? Selon eux, la réponse était à chercher du côté d'une analyse de la machinerie du désir. Une tâche qui ne pouvait être menée que par des micro-mécaniciens. D'ailleurs, au passage, encore une fois, c'est très clair, le propos de Piri, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens travaillent directement à l'encontre de leurs propres intérêts. Ça, c'est les paroles rapportées de Piri. C'est-à-dire qu'encore une fois, le mec a bien conscience que son modèle de société est un modèle de société abusif, oppressif, exploiteur, et qui est contre les intérêts des gens, qui est contre l'intérêt du peuple. Ils le savent et ils le revendiquent comme tel. Encore une fois, c'est juste tellement des sacs de merde. Bref, je reprends. Les micropoliticiens néolibéraux posent en parallèle, mais à fond renversé, avec des visées politiques antithétiques, une question voisine. Non plus pourquoi, mais comment faire en sorte que les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut. Leur réponse, avec de faux airs de famille, avec celle des auteurs de l'Anti-Oedipe, d'épauler pour cela une micro-ingénierie du choix rationnel. Comment amener les gens à faire ce que nous voudrions qu'ils fassent, non pas tant par la répression de leurs grands désirs que par la réorientation de leurs plus petits choix. Mais comment procéder plus précisément? Les privatiseurs rédigent des manuels listant les tactiques disponibles. Piri énumère non moins de 22 grandes méthodes de privatisation avec leurs variantes. À l'instar des anciens, donc, il répertorie les ruses de guerre, négligeant cependant au passage de s'appliquer à lui-même, ce qui constituait pourtant le premier des stratagèmes selon Frontin, cacher ses desseins. Prenons un procédé parmi d'autres. Pour privatiser, avec succès, toujours offrir quelque chose en échange de la perte, c'est-à-dire acheter les groupes d'intérêt existants. En 1983, le gouvernement Thatcher entreprend de privatiser British Airways.
20 000 postes sont sur la sellette, soit près d'un salarié sur 3. Vous décidez de licencier à cette échelle, vous allez devoir affronter de vives oppositions. Que faire? On leur a offert des conditions généreuses en contrepartie de départ volontaire. Un chèque correspondant à 2 ans de salaire. Il est donc possible, commente Piri, d'amener les gens à renoncer à un gain continu à long terme, en échange d'un gain unique, qui met fin au système. Pour torpiller un intérêt durable, faites miroiter un avantage immédiat. Et effectivement, Gentle, c'est le fameux chantage à la misère. Tu vois, c'est tiens, je te donne des thunes parce qu'en fait, t'es tellement sollicité à tous les niveaux dans la société que de toute façon, tu vas pas cracher dessus. Et sur le long terme, bah, t'es niqué. T'es juste niqué. Tu l'as juste dans l'os, bien profond, et tant pis pour toi. Et vraiment, c'est ce genre de move. Et encore une fois, ils s'en cachent pas, quoi. Ces gens-là ne s'en cachent pas. Ces gens-là le revendiquent. C'est... Enfer sur 20. Enfer sur 20. Tout le monde ne se laissera pas berner, mais peu importe. Le seul fait qu'une fraction de salariés entre dans la combine permet de briser l'unité. On achète ce faisant des portions clés de la coalition adverse. À British Airways, les recours juridiques exercés par les organisations syndicales ayant retardé à plusieurs reprises la date de la vente, des employés ont menacé de déclencher une grève si les négociations n'étaient pas rapidement menées à leur terme. Les travailleuses avaient été, comme souvent dans d'autres entreprises, embarquées comme partenaires de la privatisation. Il est pour le moins douteux, admet cependant Piri, que l'une ou l'autre de ces réformes aurait pu avoir lieu sans la perspective d'une privatisation imminente. Clair, il est vrai que, sans le bâton, la carotte a l'air beaucoup moins appétissante. Autrement dit, il faut quand même bien vous fracasser la gueule. Hein. Donc on est vraiment sur ce que tu dis, Gentle, on est vraiment sur le chantage de la misère. Hein. Faut quand même bien qu'on te fasse comprendre que tu vas la prendre. La douille, tu vas la prendre. Donc tu choisis, est-ce que tu la prends plein pot ou est-ce que tu la prends à petite dose? Voilà, tu choisis si tu prends tout d'un coup ou juste un petit coup. Par un petit coup. Voilà, franchement c'est génial, ça donne envie. Et ce modèle de société est incroyable. Non, pas du tout. Cramer ces connards. Cette tactique connaît bien des déclinaisons. Plutôt que d'acheter aux gens leur propre avenir, on peut leur promettre qu'ils conserveront leur avantage à long terme à condition de sacrifier les nouveaux entrants. Ainsi, lorsque les intérêts spéciaux existants ont le pouvoir de contrecarrer un passage au secteur privé, on peut utiliser une technique qui modifie le modèle à l'avenir tout en continuant à profiter aux bénéficiaires actuels. Pourquoi donc vous mobiliseriez-vous pour la défense d'un statut qu'on ne vous enlèvera pas à vous? Pourquoi vous vous en souciez puisque vous n'êtes pas personnellement concerné? Ah oui, évidemment, hein. Toujours jouer aussi avec la division. Ouais, trop bien. Cette méthode, consistant à bloquer les entrées futures tout en garantissant les avantages de ceux qui sont déjà à l'intérieur du système, a en outre le cas évident du statut de la fonction publique, de nombreux autres champs d'application. Prenons le cas de l'encadrement des loyers. La logique est la même. Si vous essayez de déréguler d'un coup le marché immobilier, les locataires qui bénéficient de loyers plafonnés vont se révolter. Une autre démarche, plus prudente, consiste à s'abstenir de toucher aux baux existants, tout en changeant les termes des nouveaux contrats de location. Cette méthode entraîne une série d'événements en chaîne qui réduisent progressivement mais inexorablement l'offre sous contrôle public et accroissent peu à peu la part du marché privé. On parviendra ainsi, sans problème majeur, à l'extinction de ce qui apparaissait pourtant comme une composante irréductible du secteur public. Cette même méthode peut également se révéler très utile pour partir à l'assaut des régimes de retraite. Rien ne sert, là encore, d'exciter les oppositions en s'attaquant trop ouvertement aux droits sociaux des travailleurs encore actifs. Pour faire passer votre réforme, prenez surtout bien soin de préciser, recommande Piri, que les changements proposés ne s'appliqueront pas aux prestations promises et n'affecteront personne atteignant l'âge de la retraite avant la fin du siècle. Les propositions, résume-t-il, consistent quelque sorte à acheter les générations présentes afin de mettre progressivement en place un nouveau système. Vendez-nous les générations futures et vous serez épargnés. Le message est le même que précédemment. Étant donné que vous ne serez pas touché personnellement, en quoi cela vous concernerait-il donc politiquement? Pourquoi vous battre pour d'autres que vous-même, fussent-ils vos enfants ou vos petits-enfants? Pour ne pas être des sacs à merde. Je me permets de répondre. Pour ne pas être une grosse saloperie de sac à merde. Pour ne pas être un connard de droite égoïste. Voilà, je propose comme réponse, hein, mais ça me semble pertinent. Ne voyez-vous pas plus loin que le bout de votre nez? Qu'importe, après tout, puisque vous-même, promis, juré, passerez entre les gouttes. Et après vous, le déluge.
La micropolitique néolibérale pense à long terme et sait prendre son temps. Même si elle a par moments besoin d'opérer des percées rapides afin d'emporter des positions clés, la campagne d'ensemble n'est pas et ne peut pas être une blitzkrieg. Le calcul stratégique opère ici à l'échelle de plusieurs générations. De fait, nous y sommes encore actuellement. Plusieurs décennies après que ces principes ont été thématisés, leur actualité est encore frappante. C'est le signe que le processus n'est pas achevé. Là, je veux dire qu'il est encore temps de le faire dérailler. Oui, c'est un peu facile à dire, Chamaillou, mais ouais. Micro, cette politique l'est encore par l'échelle qu'elle privilégie. Subdiviser le territoire, mener une politique d'expérimentation à petite échelle, créer des zones franches. En conséquence, les dispositifs micropolitiques ne seront pas uniformes. Chaque cas étant différent, chacun requiert une politique distincte. Bref, une diversité de tactiques. Décentraliser, déléguer autant que possible les décisions et multiplier agents locaux au rythme discordant. Diffracter, désynchroniser les rapports de force. Ceci afin d'empêcher l'adversaire non seulement de faire masse, mais encore de faire date. Cette tactique de fragmentation n'est pas seulement territoriale, elle est aussi sociale. Dans le souci de ne surtout pas avoir à affronter tous les ennemis ensemble, la micropolitique prescrit une stratégie de subdivision des classes. Isoler certains groupes en les traitant différemment selon leur statut, de sorte à réduire la taille de l'opposition. Bref, diviser pour mieux régner, on réinvente la poudre. Et pourtant ça marche, encore une fois. Et là-dessus, d'ailleurs, je me permets encore un tir, décidément. Je suis la gauche qui critique, que voulez-vous. Ça, c'est aussi extrêmement parlant avec comment se comporte la fameuse gauche sociale, tout ça, en étant extrêmement éclaté au sol, en fait. En étant extrêmement éclaté au sol, parce qu'à plein de niveaux, la gauche, soi-disant sociale, etc., donc en fait, ce que j'appelle moi plus précisément la droite sociale, tout ce qui est PS, tout ce qui est... même les filles à différents niveaux, etc., continue à faire ça, en fait, à faire de la prise en compte différente du traitement, en fait. Ne s'occupe pas de la même manière des différentes personnes en fonction de qui elles sont. Et ça fracture aussi ça, énormément. On dit la droite complexée. Allez, va pour la droite complexée. Va pour la droite complexée. Mais là-dessus, c'est vraiment le jeu qui se passe encore aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, vraiment encore le jeu qui se passe aujourd'hui. Et c'est un problème. C'est un très gros problème. Parce que, encore une fois, même dans la gauche qu'on a aujourd'hui, c'est notre manière de fonctionner. Donc à croire que ça a quand même vachement bien marché. Enfin, je reprends. Le micropoliticien consacre des efforts considérables à convertir certains groupes en amis ainsi qu'à former des alliances pour contrecarrer l'opposition d'autres groupes. C'est la méthode numéro 11, mettre en place des contre-groupes. Pour libéraliser par exemple le système de santé, il est conseillé de s'appuyer sur les groupes qui se tournent vers la médecine privée. Cette tactique est d'autant plus efficace qu'elle s'adresse à des classes moyennes dotées d'une grande visibilité et qui savent faire efficacement pression sur le système afin de parvenir à leur fin. Autre cas, et même acteur, l'éducation. Seule une minorité de parents, ceux qui ont les moyens d'avoir le choix, peuvent se permettre de payer 2 fois plus en inscrivant leurs rejetons dans le privé. 2 fois ? Oui, car ils payent directement par le prix pour inscrire leurs propres enfants à l'école privée, alors qu'ils ont déjà payé indirectement par l'impôt pour l'éducation publique des enfants des autres, puisqu'ils ont renoncé à ce service pour leurs propres enfants. On a là une formidable opportunité pour la création d'un contre-groupe sur le front du service public d'éducation. Mobiliser les parents d'élèves du privé pour que leurs impôts cessent de financer l'enseignement public. Une remarque importante, ce qu'ont très bien compris les tacticiens de la micropolitique néolibérale, c'est que la puissance politique des rapports de marché ne réside pas seulement, contrairement à l'image trompeuse qu'en véhiculent certains, dans leur prétendue capacité de régulation automatique de la société. S'ils importent, c'est aussi en ce qu'ils produisent et renforcent des intérêts sociaux dont les énergies peuvent être politiquement mobilisées pour la défense et la consolidation des marchés qui les sous-tendent. Pour que le projet néolibéral l'emporte, il ne suffit pas d'économiciser la politique. Il faut aussi politiser les intérêts économiques, susceptibles de soutenir le mouvement, constitué, à partir des positions de marché, des groupes sociopolitiques mobilisables. Sans cela, un programme néolibéral ne peut pas remporter ses indispensables victoires sur le marché électoral, ni un gouvernement néolibéral résister longtemps dans l'hypothèse où il serait dépourvu de toute base sociale autre qu'oligarchique.
à des confrontations sociales de grande ampleur. Si l'on veut tourner le flanc des coalitions favorables à la dépense publique, il est indispensable de construire des contre-coalitions politiques. Il ne s'agit pas de dissoudre, sans reste, la politique dans des mécanismes de marché, mais bien d'activer des intérêts de marché à même de servir de base sociale à la constitution de groupes de soutien politique au programme de libéralisation. Le cœur de cible de la micropolitique libérale, ce sont les classes moyennes. Dans les années 80, la stratégie politique de la nouvelle droite américaine, celle donc de Reagan, s'est appuyée sur ce soubassement social-là. La stagflation, à la différence d'autres périodes de dépression économique, avait eu pour effet non pas de niveler, mais au contraire d'accentuer, comme l'a montré Mike Davis, la différenciation intraclasse, de polariser la structure sociale, non pas seulement entre les classes, mais à l'intérieur des classes sociales elles-mêmes, creusant l'écart entre les nantis et plus démunis en chacune, avec pour conséquence de faire prospérer, au fait des classes moyennes, une couche hargneuse composée de managers, de professions libérales, de nouveaux entrepreneurs, de rentiers. La fragmentation de la structure de classe qui en a résulté a facilité la recomposition de la politique autour de l'axe égoïstement survivaliste, favorisé par la nouvelle droite. Un néo-populisme qui, écrit Mike Davis, exacerbait le ressentiment des travailleurs blancs contre les assistés, afin de mieux promouvoir une stratégie de redistribution sociale en défaveur des minorités, des employés du secteur public, des travailleuses à bas salaire. Par exemple, là, typiquement, c'est le moment où c'est important de faire un point, encore une fois, suprématie blanche. Littéralement, dans le texte, c'est marqué « Ressentiment des travailleurs blancs contre les assistés ». C'est le moment où, en fait, déjà, assister, il n'est pas entre guillemets ni quoi que ce soit, ça serait peut-être bien d'en parler. C'est quoi assister? Qu'est-ce que ça sous-entend, assister? Alors, oui, tiens, c'est marrant, dans notre société, globalement, c'est les personnes racisées, celles qui sont exploitées à tous les niveaux, qui du coup galèrent à juste survivre, qui ont des problèmes de santé à l'appel, parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès à un système de santé propre, en fait, surtout aux États-Unis, hein, où la santé, c'est pas extrêmement accessible, on va dire, si vous n'avez pas les thunes. Donc en fait, il y a tellement de choses à en dire, là, à un niveau un peu plus réfléchi, de suprémacisme blanc, par exemple, et non. Toujours pas. Toujours pas. Vraiment, Chamaillou, une fois de temps en temps, il se sent concerné, il arrive à placer 2-3 bails, un peu mou, mais il arrive à les placer, et la grande majorité du temps, même quand le travail est pré-mâché, non. On passe à côté. Youpsie. C'est infernal. C'est vraiment frustrant en fait. Je trouve que c'est frustrant parce que, encore une fois, Chamaillou, sur plein de points, arrive à placer quand même très bien un certain nombre de bails, arrive à montrer comment fonctionne ce système, etc. Et c'est bien. Mais à côté de ça, ne pas être capable de faire vraiment ce travail, de creuser la question, de remettre et de sortir de son petit angle de vision blanc, ça me fume. Vraiment, ça me fume. Ça me fume. Pareil, là on parle des travailleurs blancs. Je présume que dans les assistés, il y a aussi sûrement les femmes. On pourrait aussi du coup étendre sur la question du patriarcat. Et pareil, ça dans tout le texte. The bee. Une fois de temps en temps, hein, on va nous dire oui, c'est vrai quand même, les femmes elles subissent. Hein. Et puis ça s'arrête là. Exactement comme pour le racisme en fait. Le patriarcat, il est traité une fois tous les 36 du mois pour dire ouais, c'est vrai quand même. Et puis passer à autre chose. Et puis on s'en fout. Vraiment, c'est... Il y a un angle où tu vois que c'est l'angle d'un mec cis blanc privilégié, quoi. Vraiment, ça me fume. Ça me fume de, en plus de ça, placer les trucs et de systématiquement faire le pas de côté et le rater. Genre, c'est là, c'est sur le chemin, c'est devant toi, t'as fait la moitié du chemin, mais non. Tu vas aller juste faire un décalage pour ne pas y aller. Ça, c'est vraiment frustrant. Je reprends. Si le néolibéralisme a remporté ses victoires, c'est moins en tant qu'idéologie qu'en tant que technique politique. Un anthropologue oublié, Arsène Dumont, proposait au tout début du XXe siècle une distinction notionnelle entre l'éthographie, la description des mœurs, et l'étonomie, l'art de faire que les mœurs soient ce qu'elles doivent être. La micropolitique néolibérale apparaît en ce sens comme une étonomie politique, une technologie visant à modifier les façons de se conduire soi-même et de se comporter avec les autres.
L'esprit général de cette autonomie ne transpire que trop dans les exemples ici rapportés. Inciter chacun à suivre ses inclinations les plus insociables, quitte à dissoudre les formes les plus élémentaires de ce que Hegel appelait la Sittlichkeit, la moralité des mœurs. Je ne sais pas si je l'ai très bien dit, hein. Sittlichkeit. Je ne sais pas trop comment ça se dit, donc désolé pour la mauvaise prononciation. La micropolitique néolibérale vise à produire des effets sur la conscience et sur l'action, altérer radicalement les capacités à penser et la manière d'agir, ceci à un niveau anthropologique. Telle est la radicalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Il faut en prendre toute la mesure. Et on arrive à la toute dernière partie, à la conclusion qui fait 3 pages. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop la galère à lire. La séduction que le néolibéralisme a malgré tout pu exercer tient à sa double promesse d'autonomie individuelle et d'autorégulation sociale. Mais pareil, tu commences ta conclusion par ça. La séduction que le néolibéralisme a pu exercer, bah en fait non, frère. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette séduction ne marche que sur un certain type de population qui est la population à l'avantage. Le néolibéralisme n'est pas quelque chose qui séduit une très grande majorité des gens. Une très grande majorité des gens est dégoûtée par le néolibéralisme et pas spécialement depuis 3 jours, en fait. Littéralement depuis des décennies, littéralement depuis l'époque où, quand on a commencé à se faire jour, il y avait déjà des rapports de force qui essayaient de se battre contre. Il y avait déjà des mouvements sociaux qui se levaient contre. Le truc qui fait qu'aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est celui qui se met en place, qui est le modèle dominant, c'est parce que justement, ce rapport de force, il n'est pas à notre avantage. C'est parce que ce rapport de force, il a l'avantage de la petite couche de trous de balles qui ont le pouvoir et à qui il y a un intérêt. Ça ne séduit pas le néolibéralisme. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt de classe. C'est une question d'intérêt de groupe. C'est une question que les gens qui sont au pouvoir voient un intérêt, en fait, au néolibéralisme. Qui voient un intérêt parce que ça va dans leur sens. Ça leur donne du pouvoir. Ça leur permet de continuer à écraser les autres. Le néolibéralisme, il ne séduit pas, malgré tout, parce qu'il exerce une double promesse d'autonomie individuelle, machin truc. Non, c'est parce qu'il s'adresse à un seul groupe. Parce qu'il s'adresse à une seule partie de la population. Il s'adresse à la partie de la population qui a des milices privées à ses ordres. Ça me tue de quand même être pas foutu, d'être posé politiquement. Tu fais tout un bouquin, tu fais 263 pages pour arriver à ça comme première phase de conclusion. Mais politiquement, mais t'es mou, c'est pas possible. Oh, ça m'énerve. Excusez-moi, je m'agace quelque peu. Je pense que c'est là où on voit transparaître que je suis quelqu'un de quelque peu radical. En effet, politiquement, je suis, je pense, très à gauche. Au cas où vous ne le saviez pas. Je vais reprendre. Contre les anciennes tutelles, contre les corsets de la discipline, il fait miroiter l'image d'un sujet émancipé, jouissant de l'autonomie d'un entrepreneur de sa vie, que l'on peut responsabiliser à ce titre. Contre les rigidités verticales du commandement, du contrôle, contre l'interventionnisme d'un État bureaucratique, il offre l'utopie d'une régulation cybernétique de l'économie de marché, où le profit servirait d'instrument transcendant d'une régulation globale dont tout le monde est bénéficiaire, même si momentanément, quelques-uns en sont plus bénéficiaires que d'autres. Si vous êtes à la recherche d'un art de ne pas être gouverné, en somme, tournez-vous vers Hayek et consorts. Là, vous trouverez une forme de rationalité gouvernementale qui laisse se déployer les désirs des individus, qui prend acte du fait qu'il est plus efficace de laisser faire, au moins partiellement, plutôt que de vouloir tout contrôler, fixer et réprimer. Cette vision enchantée, quasi libertaire de la gouvernementalité néolibérale est pourtant trompeuse. Une stratégie élaborée pour conjurer la crise de gouvernabilité de la démocratie converge bien plus vers un libéralisme autoritaire dont il est temps de préciser la définition. Quand même très mou. C'est quand même très mou. L'autorité, a-t-on coutume de dire en sciences politiques, ne suffit pas par elle-même à caractériser l'autoritarisme. C'est discutable, ça dépend de ce que tu définis comme étant l'autorité, en fait. Certes, mais qu'est-ce qui le définit alors ? L'abus d'autorité ? Les empiètements plus ou moins poussés de l'autorité sur les libertés ? Sans doute.
mais aussi, plus fondamentalement, autre chose qui forme le cœur du concept. Et autoritaire, un pouvoir qui s'affirme comme étant le seul véritable auteur de la volonté politique. Partisans de l'État autoritaire vantent ainsi les vertus d'une volonté souveraine, autonome et responsable envers elle-même, neutre car indépendante du Parlement et des partis. En pratique, cependant, l'érection d'une volonté souveraine autonomisée, détachée du démos, implique que soient restreints les moyens de pression subalterne sur la prise de décisions politiques. L'affaiblissement des pouvoirs parlementaires, la répression des mouvements sociaux, l'amoindrissement des droits syndicaux, de la liberté de la presse, des garanties judiciaires, etc., participent d'un même processus d'insularisation et de verticalisation de la décision souveraine. Les défenseurs d'un État fort ne se font pas tous la même idée de ce que cette force recouvre, jusqu'où concrètement elle peut aller, de la simple démonstration de fermeté jusqu'à la répression systématique de ses opposants. Ils s'accordent cependant pour considérer que l'autorité de l'État doit, pour se rehausser, se délester des pressions de la volonté populaire. Mais à ce premier aspect de la notion, le versant libéral ajoute une seconde dimension, qui implique paradoxalement de restreindre cette même autorité qu'il s'agissait de renforcer en premier lieu. Quand bien même l'État libéral autoritaire serait tout-puissant dans sa sphère, cette sphère, elle, aura été sévèrement limitée. Sous un refus affiché de l'interventionnisme, ce bornage économique du champ de la décision politique recouvre une réalité. Hayek n'en faisait déjà pas mystère. L'interdit fondamental de toucher à l'ordre des inégalités sociales. La répudiation de toute politique de redistribution. Comme nous en avertissait Heller, un libéralisme autoritaire, c'est un autoritarisme socialement asymétrique. Tout dépend de qui il a affaire. Il est fort avec les faibles et il est faible avec les forts. Loin de se réduire au cas extrême de la dictature libérale, la notion de libéralisme autoritaire ainsi définie s'applique à toutes les situations où une limitation du périmètre de la décision politique par l'interdit économique, son versant libéral, s'associe à une restriction des moyens de pression subalterne sur la prise de décision politique, son versant proprement autoritaire. Il n'y a pas simple conjonction accidentelle entre un certain type de programme économique et un certain style de gouvernement, mais plus profondément une articulation fonctionnelle et stratégique entre la réduction du champ d'intervention de l'État et le renforcement de son autorité dans ce champ limité, ceci selon un rapport réciproque. Car si, comme l'écrivait l'un des pères fondateurs de l'ordolibéralisme, Alexander Rostov, l'auto-limitation de l'État est la condition de l'expression de son indépendance de sa force, en ce qu'elle lui permet d'échapper au groupe d'intérêts, dont il est sinon la proie. Si, donc, c'est pour mieux se renforcer que l'État doit se limiter, il n'en reste pas moins, comme le remarquait Schmitt, qu'elle ne peut procéder à cette ablation sans être au préalable renforcée politiquement et policièrement, tant cette opération implique la confrontation avec les intérêts sociaux subalternes qui y ont partie liée. Or, autant il peut exister des régimes autoritaires qui ne soient pas économiquement libéraux, autant il est difficile de concevoir une politique néolibérale qui ne procède pas par principe à la première limitation, le bornage économique de la politique, et donc par nécessité stratégique, à moins d'imaginer un peuple composé de patrons et de rentiers, à la seconde, l'étouffement plus ou moins appuyé de la manifestation politique des intérêts subalternes. On a beaucoup dit que le libéralisme autoritaire était un oxymore, ce serait plutôt un pléonasme. Bon, là, littéralement, ça revient dire ce que je vous ai moi dit en long, en large. Un modèle capitaliste est un modèle fasciste. Point. Ça ne peut pas être autrement. Du fait même que pour avoir un modèle capitaliste, il va forcément y avoir des inégalités, puisque c'est ce que ça produit, c'est ce que ça attend, c'est ce que ça modélise, un modèle capitaliste. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui sont exploités et des gens qui exploitent. C'est le principe même du truc. Vous allez forcément avoir des contestations, et donc pour que votre régime, pour que votre fonctionnement capitaliste puisse tenir, il faudra forcément des forces de répression pour tout simplement enfermer leur gueule, massacrer les gens qui contestent. C'est tout, en fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, votre régime ne peut pas tenir. Votre structuration de société capitaliste ne peut pas tenir si il n'y a pas dedans, intrinsèquement, des forces de répression. Et ça, encore une fois, c'est simplement du fascisme. Point. Vous ne pouvez pas avoir un modèle capitaliste sans avoir du fascisme. Ça n'est pas possible. Mais la dimension autoritaire du néolibéralisme excède de la sphère du pouvoir d'État. Ce que défend bec et ongle le monde des affaires, tel est le sens de sa mobilisation politique, c'est l'autonomie de son gouvernement privé. S'il y a bien un acteur social qui ne veut pas être gouverné, c'est lui.
se rendre soi-même ingouvernable, mais ceci pour mieux gouverner les autres. Organisant l'ingouvernabilité des marchés, le néolibéralisme les élève au rang de dispositifs de gouvernance. On a indiqué par quels moyens la conduite des managers fut alignée sur la valeur actionnariale, tandis cependant que les dirigeants ont vu leur marge de manœuvre décisionnelle restreinte par leur subordination accrue au marché boursier. Leur autorité, celle qu'ils exercent sur leurs subordonnés, n'a pas dépéri. L'intensification de discipline de marché va de pair avec le renforcement du pouvoir des grands et des petits chefs dans les organisations. La politique néolibérale, en ce qu'elle pratique la dérégulation, notamment du droit du travail, renforçant le pouvoir de l'employeur dans la relation contractuelle, en ce qu'elle précarise et insécurise les travailleuses, affaiblissent leur rapport de force, réduisant leur capacité de refus, leur liberté, en ce qu'elle favorise l'accumulation des richesses, creusant les inégalités, exacerbant par là, plus encore, les opportunités de subjugation de tout ordre, impliquant un raffermissement des autoritarismes privés. C'est dans ce sens-là aussi que le libéralisme économique est autoritaire, au sens social et pas seulement au sens étatique. On a pu présenter le néolibéralisme comme étant l'expression d'une phobie d'État. En réalité, il s'accommode très bien du pouvoir d'État, et y compris sous des formes autoritaires, tant que cet État demeure libéral au plan économique. De quoi alors est-il phobique ? On l'a vu sur l'exemple de la question écologique, la crainte de la régulation, de ses coûts pour le capital, de ses empiètements sur les prérogatives managériales, et là, derrière, horreur des mouvements sociaux, de la démocratie mouvement, de ses exigences, à juste titre perçues comme tendanciellement antinomiques avec l'organisation capitaliste de la production et le primat de la valeur qui la fonde. Pour les économistes qui s'efforçaient dans les années 70 de rebâtir de nouvelles théories de la firme, tout comme pour les spécialistes du management qui s'interrogeaient à la même période sur les limites du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, il y avait un objet plus précis, si ce n'est de phobie, du moins de préoccupation. Non pas celle de l'État, mais de l'autogestion. Oh ! En fait, ils ont juste peur des anarchistes. Incroyable. Ils ont juste peur de nous. Voilà, ils ont juste flip absolu de voir un jour leur pouvoir et leur domination voler en éclats. Surprise, mais en fait non, pas surprise. C'était le grand thème de la gauche radicale à l'époque, nourrissant ses réflexions d'une multitude d'expériences alternatives, dont les coopératives, les occupations d'usines avec contrôle ouvrier ou encore les entreprises autogérées yougoslaves. Elle y voyait une nouvelle voie prometteuse, une alternative possible aussi bien à la firme capitaliste qu'à la bureaucratie étatique. On l'a oublié, mais les défenseurs de la libre entreprise, dans une situation, du moins en début de période, proche de la banqueroute intellectuelle, s'intéressaient eux aussi de près aux théories autogestionnaires. L'idée selon laquelle l'individualité dans la coopération puisse se révéler socialement et historiquement supérieure à la compétition dans l'individualisme, ainsi que le chantait, dans ces mêmes années, Colette Magny, apparaissait aux néolibéraux comme une hypothèse suffisamment crédible pour qu'ils dépensent beaucoup d'encre et de papier à tenter de la réfuter. Et pour cause. L'anti-étatisme des courants autogestionnaires, leur pensée de l'immanence, de l'autonomie, de l'auto-organisation exerçait sur eux un attrait indéniable. L'autogestion, en ce qu'elle était une tentative de rupture avec l'étatisme économique et un projet de dépassement à la fois du gouvernement managérial et de la pseudo-régulation par le marché, leur apparaissait comme un véritable défi. Elle était l'ennemi principal sur le terrain théorique, et de là pouvait venir le danger pour l'avenir bien plus au fond qu'un keynésianisme moribond. La grande réaction qui s'est préparée dans les années 70 ne fut pas tant conçue comme une alternative à l'État-providence, que plutôt comme une alternative à la contestation de celui-ci. Ce fut l'alternative à l'alternative. Sans doute aurait-on là une bonne indication pour savoir d'où repartir aujourd'hui, contre le libéralisme autoritaire, rouvrir le chantier de l'autogestion. Bon, ça finit sur le fait quand même que, finalement, les anarchistes, vous avez raison. Et oui, c'est vrai, on sait, merci. C'est pour ça qu'on est anard. Voilà. C'est pour ça qu'on est anarchiste en fait. Bon, fin de la lecture, j'ai fini le livre. Qu'est-ce que j'en pense ? Bancal, très bien sur plein de points, ne creuse pas assez loin. Voilà, mon ressenti vraiment final, c'est que c'est vraiment pas assez loin. C'est pas assez loin. À chaque fois, ça s'arrête pas assez loin. Et c'est frustrant. En toute franchise, c'est frustrant. C'est absolument beaucoup trop frustrant. Parce que il y a de l'idée. Genre vraiment, t'es là en mode
oui, t'as fait la moitié du chemin, et ben finis-le. Fais les 3 pas qui restent, putain. Genre vraiment là, le début de la conclusion qui te dit le néolibéralisme ça marche parce que ça séduit les gens. Bah frère, t'as pas compris en fait. Vraiment, t'as écrit un bouquin mais t'as pas compris. Le néolibéralisme, il séduit pas les gens. Le néolibéralisme, il est imposé parce qu'il s'adresse à un groupe de gens, en situation de pouvoir, qui sont déjà en situation de pouvoir et qui veulent se maintenir en situation de pouvoir et qui ont les outils pour du coup utiliser justement leur situation de pouvoir pour la maintenir. Et le néolibéralisme, c'est un de ces outils pour se maintenir en situation de pouvoir. C'est pas parce que ça séduit vous, moi, votre voisin, votre voisine ou je ne sais quoi. On n'est pas séduit par le néolibéralisme. On a bien conscience à tous les niveaux qu'on est en train de se faire complètement casser la gueule par ça. On le sait, on le voit. Donc vraiment, quand tu commences ta conclusion en faisant une tech qui est éclatée, ça commence mal. Ou ça finit mal. Vous avez compris l'idée, quoi. Donc bon, c'est vraiment mon ressenti du bouquin, c'est que, comme dit Fred, bonjour Fred, ça pose des trucs, mais c'est limitant, quoi. Ouais, on finit sur... en fait, finalement, l'autogestion, c'était bien. Ouais, bravo, c'est ce qu'on dit depuis des plombes. Le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là, en fait. Le problème avec le néolibéralisme, c'est bien de faire une généalogie de comment ça s'est construit, etc. Par contre, ça serait bien d'avoir une meilleure lecture de ça, d'avoir une lecture, par exemple, du suprémacisme blanc. Par exemple, hein, vraiment. Ou sinon patriarcal, parce que pareil, c'est vraiment quand même 2 gros trucs qui apparaissent dans le système néolibéral, c'est que ça se base quand même très largement sur l'exploitation des personnes racisées, très largement sur l'exploitation des femmes, et c'est pas foutu de le dire, c'est pas foutu de le nommer. C'est quand même un problème. Tu veux faire une généalogie de ce modèle idéologique, et tu passes à côté de la moitié des infos pertinentes. Tu passes à côté de la moitié des conclusions. C'est quand même un petit problème, quoi. C'est quand même un petit problème. Parce que vraiment, juste finir sur... en fait, le néolibéralisme, c'est séduisant, et du coup, on s'est laissé séduire. Ah là là, va te faire foutre. Enfin, moi, si c'est ça ta conclusion, c'est va te faire foutre. Hein. Quand bien même ta dernière phrase, c'est il faut retourner à l'autogestion. Vraiment, va te faire foutre si ta conclusion, vraiment... j'ai étudié comment fonctionne le libéralisme, le néolibéralisme, et concrètement ça marche parce qu'on est séduit, voilà, on est trop con, on s'est fait séduire. Et ben frère, t'as oublié un truc, t'as oublié les milices armées, t'as oublié les dictatures, t'as oublié... Pourtant t'en parles, c'est ça le pire, hein. Les dictatures t'en as parlé. 100 000 morts, si on reprend Pinochet, pour imposer ce rapport de force, pour imposer ce modèle idéologique. Donc c'est pas que ça séduit. Si tu es obligé de massacrer littéralement des milliers et des milliers de personnes pour maintenir, pour forcer ce système-là, c'est bien que ça ne séduit pas. C'est fait pour s'adresser à un groupe de puissants, déjà en situation de pouvoir. Ça, du coup, ça me frustre. Vraiment, ça me frustre. Parce que, encore une fois, c'est un ouvrage qui est pertinent sur certains points, qui donne des clés, qui donne un historique, et c'est bien fait, c'est bien, mais qui, sur beaucoup trop d'autres, passe à côté du point. Passe à côté du point pour finir sur une conclusion qui, je suis désolé, est molle. Mais la conclusion, 3 pages pour te dire le néolibéralisme, ça marche parce que ça séduit les gens, alors puis du coup, arrêtez d'être bête et allez faire de l'autogestion. Écoute, ouais, allez, vas-y, on va faire ça, parce que c'est vrai que c'est juste une question de décision individuelle. Putain, ça me fume, ça me fume. Bon, petite fougère de YouTube sur cette conclusion quelque peu agacée, dirons-nous. J'espère quand même que tu as apprécié cette lecture commentée. J'espère que mes réflexions, mes coups de gueule, mes insultes ont pu apporter de l'eau à ton moulin, ont pu éventuellement peut-être te faire réfléchir à des angles, à des biais, à des réflexions que tu n'avais peut-être pas ou que tu avais déjà et qui corroborent les tiennes, je ne sais pas. J'espère que voilà, cette lecture a pu être intéressante. Et puis, du coup, des bisous. À très bientôt pour une prochaine lecture de sciences humaines et sociales sur je ne sais pas encore quoi. Ciao, ciao, ciao.